Le plus beau jour de ma vie, c'était le 13 avril, la journée de la libération. Ah, ça, c'est pour moi, là, c'était le plus beau cadeau de ma fête. Bienvenue à la série de balados État de service, présentée par le Projet Mémoire, un programme de Historica Canada. Ici votre animatrice, Stéphanie Zidel. Dans cette série, nous vous présenterons des entrevues avec des vétérans canadiens. Ils vous raconteront le récit de leur vie, de leurs pertes et leur service militaire. Cette série nous permettra d'explorer différents extraits issus de témoignages du Projet Mémoire afin de construire un portrait des expériences de prisonniers de guerre canadiens lors de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous aborderons le thème de la libération. Tout d'abord, un avertissement. Certaines histoires pourraient ne pas convenir à un jeune public. Au cours du dernier épisode, nous avons entendu des histoires de tentatives d'évasion, des réussites et des échecs. Lors de cet épisode, nous explorerons des récits de libération et nous aborderons la pratique des marches de la mort. Nous mettrons aussi en lumière le lourd impact émotionnel chez les prisonniers bien après la guerre. Au tout début, M. Aymon s'est réjoui de sa libération, qui a coïncidé avec le jour de son 26e anniversaire. Il nous raconte cette expérience. Nous sommes partis de la Pologne, nous avons marché jusqu'en Allemagne pendant 7 semaines, et puis des fois, il y avait dû manger quand on voyait des champs de carottes ou quelque chose, on allait arracher les carottes pour manger. Ça, c'était, il appelait ça la marche de la mort. Il y en a qui sont morts en chemin, là. Ça a duré 7 semaines. C'est là qu'on a rejoint les Américains. Les Allemands, ils ne voulaient pas que les prisonniers soient pris par les Russes. Alors, les Allemands nous ont rentrés en Allemagne. Alors, les Russes s'en allaient sur l'autre côté. Puis même les Allemands, soldats, ne voulaient pas se faire ramasser par les Russes non plus. Hein. Ils s'en allaient sur le côté des Américains. C'est l'armée du général Patton. C'est eux autres. Ils ont encerclé une place, là, puis on était pris au milieu de ça. On était encerclés par l'armée américaine. C'est ça qui nous a sauvés. La guerre en Europe a pris fin le 8 mai 1945, mais en automne 1944 jusqu'en avril 1945, les nazis et leurs collaborateurs ont commencé à châtier leurs prisonniers militaires et civils en les forçant à marcher jusqu'à la mort. Les nazis cherchaient à déplacer les prisonniers des camps près des fronts de guerre qui changeaient progressivement alors que les Alliés gagnaient plus de terrain. Ce châtiment a été responsable de la mort de centaines de milliers de personnes sur les routes des forces de l'Axe. Si un prisonnier n'arrivait plus à se tenir droit ou à marcher sans aide, il était tiré à vue. C'était une belle journée pour nous autres. Nous autres, quand nous avons rencontré, nous avons fait face aux chars blindés américains. Ils ont vu qu'on était des Britanniques parce qu'on était habillés en kaki. Alors, ils nous ont laissé passer. Alors, les gardes allemands qui étaient avec nous autres, ils ont jeté le carabine par terre, puis ils ont crié en allemand des cris qui se fertichent. Ça veut dire en français, la guerre est finie, parce qu'ils ne voulaient pas se faire prendre prisonnier des Russes qui s'en allaient en arrière. Alors, il aimait mieux d'être prisonnier des Américains. En général, les troupes allemandes préféraient se rendre aux Alliés occidentaux plutôt qu'aux forces soviétiques. Depuis l'invasion catastrophique de l'Union soviétique en 1941, les conditions éprouvées par les prisonniers soviétiques étaient nettement pires. Au cours du reste de la guerre, des centaines de milliers de prisonniers de guerre soviétiques sont décédés de faim, de maladie et aux mains de tortionnaires allemands. À cause de ces pratiques, les militaires allemands craignaient la vengeance soviétique. Un commandant de compagnie de la 352e Volksgrenadier a d'ailleurs écrit aux familles des hommes disparus. « Les Américains en face de nous se battent correctement. Ils traitent bien nos prisonniers et les nourrissent. »
Le plus beau jour de ma vie, c'était le 13 avril, la journée de la libération. Ah, ça, c'est pour moi, là, c'était le plus beau cadeau de ma fête. Puis 3 jours avant, j'avais René Cardinal. Son camarade. Puis je lui ai dit, je savais qu'on était en Allemagne. J'ai dit, j'espère que la guerre va être finie pour ma fête. Il est parti à rire. Je me suis bien, t'as pas trompé, le 13, on était libéré. Oh, mon Dieu, quel soulagement. J'en voudrais plus de la guerre. Voyez-vous, la guerre, là, ils sont battus, puis le lendemain de la guerre, ils étaient après à recommencer. N'oubliez pas que la guerre froide a duré jusqu'en 1991. Alors, si les peuples se donnaient toute la main entre eux autres, on n'aura pas de guerre. C'est ça le soir que je leur souhaite. L'harmonie entre les peuples. La guerre a duré 3 mois de plus dans le théâtre du Pacifique. Les Alliés se préparaient à mettre fin à la guerre en utilisant des armes d'une force jamais vue auparavant. Dans les camps de prisonniers japonais, des centaines de soldats canadiens et alliés étaient déjà décédés de maladies ou de faim. Un grand nombre de survivants allaient également subir des marches de la mort avant leur libération. Jean-Paul Dallain a été capturé lors de la bataille de Hong Kong et a été transféré au camp de Niigata au Japon, où il endurait des travaux forcés. Le dernier mois qu'on allait au travail, les avions américains, ils venaient, puis les bombardiers passaient à la nuit. Fait qu'il fallait qu'on se lève puis qu'on aille passer, nous, la moitié de la nuit, dans des souterrains pleins de puces, morts à mort. Là, le matin, on allait travailler. Puis là aussi, ils venaient, là, puis... comment ça s'appelle ça, là, strafe. Ils tiraient de la mitraillette par l'avion, là. Dans notre camp, qu'on était, tu sais, au travail. Les autres, ils ne savaient pas qu'on allait là. Mais on s'est dit, ceux qui connaissaient ça, puisque ce sont des avions basés sur des porte-avions, les Américains contrôlent l'air puis contrôlent la mer. Ben, c'est une question de temps, tu sais. Puis là, les Japonais, on ne voyait jamais leur avion ni rien, tu sais. Et puis même une fois, pendant qu'on était après notre travail, pendant qu'on était à se faire fouiller, là, puis compter, puis tout ça, avant de prendre la route, on a entendu le gros bang, puis dans notre havre de mer, on travaillait sur le bord de la mer pour un temps, là, nous. Après avoir bombardé le port voisin, les troupes américaines ont libéré le camp de Niigata et ont hébergé les prisonniers. En tout cas, ça, on a pris le train, puis on est allé à Yokohama, fait examiner par des médecins américains, puis de là, on s'est rendu, j'étais sur un bateau qui transportait des bateaux d'assaut. Le derrière du bateau s'ouvrait, puis c'était fait pour transporter 1500 hommes à peu près, là, pour une invasion, tu sais. On était là-dessus. De là, on s'est rendu à l'île de Guam. À l'île de Guam, là, on voyait, c'est de là que ça partait pour aller bombarder le Japon. Ceux que j'ai dû voir dans la nuit, là, ça partait de là, c'est là, un bon bout. Et puis, on voyait des B-29 alignés, là, à perte de vue. Pas croyable, c'est. Pas croyable. Des grandes bâtisses comme des granges, là, remplies seulement avec des enveloppes et du papier, tu sais, pour la bureaucratie. Pas croyable, les Américains, là. En ce temps-là, c'est rendu à 6-7 000 milles de chez eux, là. M. Dallain n'a pas vu la grande évolution de la technologie militaire au long de la guerre, ni la rapide prolifération des troupes américaines. Puis, ils ont eu le droit de débarquer à Pearl Harbor pour un bref repos. Puis de là à San Francisco, par train, jusqu'à Seattle. Peut-être Victoria, mais en tout cas, là, 4-5 jours de Victoria. À chaque endroit, là, on a resté 4-5 jours pour nous acclimater un peu, tu sais. Parce que, tu sais, on était 4 ans, là, à rien voir. Puis, et puis là, au Canada, là, on a eu des gens qui sont venus nous donner des conférences, tu sais. On ne savait pas ce qui s'était passé depuis 1941, là. Il n'est pas difficile d'imaginer le choc culturel qu'il a ressenti après 4 ans de captivité et d'avoir été confronté à un monde totalement différent. Les pouvoirs mondiaux avaient radicalement changé, des millions de vies avaient été perdues et un énorme nombre de vétérans devaient rapidement retourner à la vie civile.
À leur retour au Canada, parfois retardé, les vétérans étaient censés reprendre leur place avec leurs proches et retrouver leur vie d'avant-guerre. Ceux qui souffraient de troubles psychiatriques ou de graves blessures ont peiné à faire la transition. Un grand nombre ont vécu de grandes parties de leur vie souffrant de symptômes d'épuisement ou combat, actuellement connus sous le nom de troubles de stress post-traumatique. Beaucoup avaient aussi des sentiments de culpabilité du survivant. L'archive du projet Mémoire contient peu de témoignages concernant les difficultés éprouvées par les vétérans à leur retour du combat. Il est possible qu'ils avaient de la difficulté à en parler ou qu'ils préféraient se confier à des gens qui avaient vécu les mêmes expériences ou ils ne savaient pas quoi dire. Ils voulaient simplement retourner à la vie normale. Néanmoins, Jean Cauchy, l'aviateur qui a passé 4 mois et demi dans un stalag en Allemagne, a indiqué qu'il est toujours difficile pour lui de s'exprimer à ce sujet. J'ai donné beaucoup de cours. J'ai fait part de mon expérience à des élèves de primaire, secondaire, et ainsi de suite, parce que j'ai été nommé colonel honoraire de l'escadrille 425. Avant ça, il n'était pas question de raconter quoi que ce soit, même à ma famille, parce que je trouvais que il y a tellement de camarades qui sont décédés, qui sont morts, des jeunes, là. Ils vieilliront jamais. J'ai 2 de mon équipage, un jeune mitrailleur puis un bombardier pointeur, un bomber. M. Piché, et Fernand Piché et Yves Lamarre, je pense à eux presque tous les jours, ainsi que mon frère. Alors je me disais, pourquoi eux? Et pourquoi? Je trouvais comme une espèce de pudeur de ne pas parler de ça. Et c'était un peu injuste dans un sens. Pourquoi? Je suis vivant aujourd'hui grâce... évidemment, j'ai la foi. Je pense que c'est seul... non, c'est impossible. C'est impossible parce que c'était vraiment l'enfer, cette histoire-là. Mais, encore une fois, j'étais volontaire. Alors, c'est tout. Il faut que je subisse les conséquences de ça. Heureusement, je suis marié avec une femme spéciale, très jolie, surtout très intelligente, et qui m'a supporté. Et grâce à elle, je suis encore vivant aujourd'hui, parce qu'autrement, je serais seul, je n'aurais pas été capable de passer à travers. Je dois beaucoup à ma femme. Une dernière remarque de M. Dufour, le vétéran qui a été capturé en France après le débarquement en Normandie, qui encapsule les difficultés quotidiennes qu'il éprouve depuis son retour de la guerre. Il n'y a pas une journée que je ne suis pas rendu là. Le soir, des fois, il va fumer un cigare dehors, là. Puis, je pars de l'Angleterre, puis je fais toute la run. Ça m'a pris 33 ans avant de commencer à en parler. Le projet Mémoire est un programme de Historica Canada, composé d'un bureau d'orateurs et d'une archive en ligne. Nous mettons les vétérans canadiens et les membres actifs des Forces armées canadiennes en communication avec les écoles et les groupes communautaires d'un océan à l'autre. Ce projet est rendu possible grâce au financement du gouvernement du Canada. Historica Canada est un organisme qui offre des programmes que vous pouvez utiliser afin d'explorer, d'apprendre et de réfléchir à notre histoire et à ce que signifie le fait d'être Canadien. Visitez leprojetmémoire.com afin de parcourir nos entrevues archivées ou pour organiser la visite gratuite d'un orateur dans votre salle de classe ou lors d'un événement communautaire. Si vous êtes un vétéran ou un membre actif des Forces armées canadiennes, communiquez avec nous afin de découvrir comment vous pourriez devenir un orateur. Avez-vous aimé notre série? Considérez faire un don à Historica Canada au historicacanada.ca. Si vous avez aimé cet épisode et désirez en apprendre davantage sur les vétérans canadiens et le TSPT au Canada, consultez l'Encyclopédie canadienne. Les textes supplémentaires utilisés dans cet épisode proviennent de notre programme affilié, l'Encyclopédie canadienne. Nous avons aussi consulté la monographie
Armageddon, The Battle for Germany de Max Hastings. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous au @Historica Canada.